Bonjour à tous, notre invité ce matin sur Radio Classique et LCI, c'est Marisol Touraine, ministre de la décentralisation de la fonction publique. Maryse de Branchu. Maryse de Branchu, excusez-moi. On parlait de Marisol Touraine. On en parle un instant, c'est pour ça. Maryse de Branchu, merci d'être avec nous ce matin. Je salue Marisol Touraine. Décentralisation de la fonction publique, on va en parler dans un instant, mais on va parler d'abord de politique du Parti Socialiste, pour savoir où il va, parce que tout le monde s'interroge. Vous êtes toujours proche de Martine Aubry, on peut le dire comme ça? Oui, même si moi j'ai toujours eu mes textes depuis le congrès de Reims. Et c'est vrai que ce qui me désole, moi, c'est l'ambiance globale. Sans doute que l'arrivée des tweets a envenimé les choses. Vous croyez que c'est ce qui a accéléré? C'est-à-dire que les gens se répondent et ne peuvent pas se contrôler suffisamment. Moi, je pense que dans ces cas-là, il faut prendre 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures de réflexion avant de dire quelque chose. Et là, c'est vrai qu'on a passé une très mauvaise journée avec des déclarations qui, en plus... c'est vraiment mon sentiment profond. C'est pas agace la population, c'est la révolte. Parce que on est à un moment où c'est difficile, on a fait des choix qui sont difficiles à expliquer. Moi, je préférerais que les uns et les autres soient sur le terrain. On a la chance d'avoir les états généraux. Les ministres peuvent rester des militants. Ceux qui sont sortis du gouvernement peuvent rester militants, faire leur contribution au sein des états généraux, comme l'a fait d'ailleurs Martine Aubry, aller expliquer sur le terrain. Moi, j'ai eu la chance de commencer J'ai fait 12 contributions, des 12 thèmes, 12 contributions. Je fais un tour sur Vous êtes une des territoires. Plus prolifiques, vous êtes une des plus prolifiques sur ce débat sur les états généraux du Parti Socialiste. Il fallait faire des petits textes et c'est vraiment un bon exercice pour un militant. Et surtout, il faut aller sur le terrain. On a fait un premier débat à Sarcelles l'autre jour sur la laïcité. Je peux vous dire que les querelles internes du Parti Socialiste ne les intéressaient vraiment pas. Mais on avait des gens de la 3e génération qui a interrogé un gouvernement sur la notion de nation, de patrie. Est-ce qu'on est vraiment inclus, etc. C'était profond. Mais ce débat sur l'identité du Parti Socialiste, il est quand même... On comprend qu'il soit légitime, parce qu'entre le début du quinquennat de François Hollande et ce qui se passe aujourd'hui, il y a quand même eu des changements de cap, un changement de cap. C'est-à-dire que François Hollande a été élu sur une plateforme et il a fait son outing social-démocrate il y a à peu près il y a à peu près 1 an. Et du coup, il faut assumer ce positionnement social-démocrate pour le PS. Alors, moi, j'ai moins de problèmes. D'ailleurs, je suis toujours au gouvernement, donc je ne suis pas dans la même situation que Martine Aubry ou d'autres. Mais j'ai moins de sujets parce que j'ai toujours défendu la politique industrielle et la nécessité de refaire de la France un pays industriel. Et lors de mon 2e déplacement ou mon 3e déplacement, là, on va aller à Bruxelles bientôt, c'est la politique industrielle de la France en Europe. Et ça passe par une politique de l'offre, justement, ça la passe compétitivité des entreprises, ou pas? Un accord sur l'analyse. Est-ce qu'on a fait une erreur au XXe siècle sur l'économie des services, l'économie de la production industrielle? Oui, on a renvoyé la production industrielle à l'Allemagne, on n'a pas eu raison. Est-ce qu'il faut corriger cela aujourd'hui? Oui. Est-ce que l'Europe nous le permet? Difficilement. C'est pour ça que c'est important que François Hollande aille se battre avec les partis sociaux-démocrates pour que justement on trouve l'équilibre dans les politiques. Et pour revenir à ce que disent les uns et les autres, Manuel Valls, notamment, qui veut aller plus loin, qui parle d'une alliance avec le centre à terme. Alors, Manuel Valls, je n'ai pas lu « Je veux une alliance avec le centre ». Ça, c'est autre chose. Il regrette, par exemple, que François Hollande n'ait pas tendu la main à François Bayrou en 2012. Mais là, c'est le passé. Hein. C'est le passé. Le passé à titre d'illustration du futur, évidemment. C'est sans doute un de mes désaccords, parce que là, quand il dit ça, il parle en chef de la majorité actuelle, mais voyant une majorité future. Moi, je pense que c'est pas la priorité. La priorité aujourd'hui, c'est de dire, on voulait une politique industrielle. On a appelé ça la politique de l'offre. Est-ce qu'aujourd'hui, il faut rééquilibrer ou pas? François Hollande lui-même a fait un pas vers un autre équilibre quand il dit je ne ferai pas 3% mais un peu plus de 4%, je vais discuter avec Vous voulez dire laisser filer un peu le déficit? Je laisse filer un petit peu, mais je vais discuter au niveau européen pour avoir des accords, pour expliquer à Mme Merkel qu'il faut vraiment que l'Europe investisse elle aussi, libère les 300 milliards, que tout ça soit au clair. Je cherche un accord sur le climat, important aussi pour les Français qui sont inquiets aussi de cette évolution. Bref, il y a aussi cette recherche d'équilibre. Mais cette recherche d'équilibre... Vous êtes plus hollandaise que valsienne. C'est-à-dire que vous êtes plus, comme l'a dit le président à son Premier ministre avant-hier, vous êtes plus dans la recherche de l'équilibre au sein du Parti Socialiste que Valls, qui a envie un peu de rupture et de transformer le PS jusqu'à abandonner le mot socialiste. Alors, moi, je m'étais déjà exprimé il y a longtemps sur ce sujet.
Je connais bien les militants, j'ai la chance de pouvoir faire souvent des tours de France et je continuerai parce que la ministre doit être militante sur le terrain le plus souvent possible. Je pense que l'attachement au mot socialiste est un bel attachement. Donc, moi, je ne remets pas en cause ce nom et je ne sais pas si, honnêtement, ça apporterait quelque chose. Pourquoi il le fait, Manuel Valls? Par provocation? C'est à lui qu'il faudra le demander. Je crois que je m'interdis toujours de penser à la place des autres. Hein. Mais il l'a fait depuis longtemps, donc en fait, il est très structuré et fidèle à lui-même. Mais c'est pas ma ligne. Ceci étant, à l'intérieur du gouvernement, moi, je ne suis pas en dissonance, sinon je serais sortie. On essaye d'équilibrer. Le président de la République fait un travail remarquable au niveau européen dont on ne parle jamais. Et ce que je reproche d'ailleurs, surtout aux socialistes, c'est justement de passer leur temps à... c'est même pas chamailler, c'est parce que ça n'a pas de sens, quoi. De ne rien apporter justement à la politique. Moi, je préférerais qu'ils regardent quelle contribution des États généraux ont fait, qu'ils aillent discuter avec des militants, discuter avec des sympathisants, que le Parti socialiste fasse des réunions publiques, ouvre les portes, ouvre les fenêtres, appelle y compris des citoyens sur les territoires à venir discuter, plutôt que de s'envoyer des petites phrases qui désespère les gens. Moi, je pense que c'est ça. Il y a une responsabilité sur l'ambiance politique globale. Vous êtes au pouvoir, vous êtes en train de gouverner. C'est pas le moment d'avoir ce débat idéologique entre vous. D'ailleurs, il sera tranché quand, ce débat? La date du Congrès, c'est quoi? C'est quand? Moi, je pense le plus tôt possible, mais je ne suis pas la première secrétaire du Parti socialiste. On va parler donc des dossiers de fond. Vos dossiers, Marie-Lise Lebranchu, décentralisation d'abord. Tiens, la date des élections cantonales et régionales sera quand? On nous dit 2015, c'est mars et décembre, ou ça peut être autre chose? Le Premier ministre a confirmé mars et décembre. Il y a un certain nombre de sénateurs qui sont interrogés sur la date de mars. Le Premier ministre, après cette interrogation, a confirmé les dates. Il a même donné les jours. Je les ai oubliés, pardonnez-moi, 20 et quelques, au mois de mars. 22, mais 29, voilà, c'est confirmé. Et puis, moi, je vais commencer la discussion du projet de loi à la fin de l'année au Sénat. Alors, justement, le projet de loi de décentralisation, vous avez abandonné la moitié en route, si je puis dire, avec les 54 départements qui seront préservés. C'était pour faire plaisir à vos alliés du PRG? Alors, faire plaisir, c'est pas tout à fait la phrase. C'est-à-dire que le Premier ministre, constatant la difficulté de la majorité, je crois que c'est un fait, c'est pas la peine qu'on se cache derrière notre petit doigt, a reçu le président du parti radical de gauche, avec plusieurs demandes. Et parmi ces demandes, il y a le fait qu'on puisse garder des départements ruraux. Comme il est effectivement pragmatique, il a dit, bon, on a 2015-2020. En 2015, il y a des élections pour les conseils départementaux. 2020, je souhaite... Alors, lui souhaitait qu'il n'y ait plus de départements. Il dit, j'entends la demande des départements ruraux. Donc, moi, j'ai charge de travailler à trouver une solution. Est-ce qu'on fait disparaître, entre guillemets, c'est-à-dire, est-ce qu'on transfère les compétences des départements sur les grandes zones urbaines? On est en train d'étudier ça sur la métropole du Grand Paris, on se pose toutes les questions, mais on fait une étude d'impact d'abord. Il faut être très, très sérieux quand on a ce genre de décision à prendre. Ensuite, sur les départements très ruraux, vous savez qu'il y a un rapport sénatorial qui montre qu'il y a une cinquantaine de départements, il y a très peu de départements très ruraux, une cinquantaine de départements ruraux. Est-ce qu'on peut garder une structure? Sans doute. Est-ce que ce sera la même? C'est une interrogation. Ça, c'est pas tranché. Donc, maintenant, il faut qu'on travaille parce que je pense que les intercommunalités, c'est-à-dire les associations de nos communes, pour être plus forts, sont capables de porter beaucoup de compétences et sont capables peut-être d'être le lieu du suffrage universel dans lequel on pourrait élire en même temps des conseillers départementaux. Donc tout ça est sur la table. Deux questions sur la fonction publique. On est en train de faire une réforme, on l'a faite d'ailleurs, des allocations familiales avec un plafonnement par rapport aux revenus. Dans la fonction publique, c'est le contraire, ça s'appelle le supplément de traitement et ça progresse en fonction des revenus. Est-ce qu'il ne faut pas réformer ça aussi? Parce que c'est un supplément de traitement, justement, vous avez raison, depuis 1917. C'est très plafonné, parce que... C'est à peu près 100 euros l'écart. Ça ne progresse plus au-delà de 2 700 euros par mois. Est-ce qu'il ne faut pas réformer quand même? Alors, attendez, il faut rappeler... On paye des cotisations sur ce supplément de traitement et c'est imposable. Donc, ça n'a rien à voir avec les allocations familiales. Et ce sont les fonctionnaires qui payent des cotisations? Sur cette partie-là, ils payent des cotisations. Mais c'est eux qui financent ce supplément de traitement. Oui, quand vous payez des cotisations. Mais la logique est inverse que pour les salariés du privé. Est-ce qu'il ne faut pas changer maintenant? Non, ce n'est pas une logique inverse, c'est un supplément de traitement. Et moi, ce que j'ai proposé aux organisations syndicales, c'est puisque c'est un supplément de traitement, remettons-le sur la table, puisqu'on va discuter de l'ensemble des carrières et des rémunérations. Ce n'est pas juste, parce que quand vous êtes près du SMIC, ce qui est souvent le cas dans la fonction publique, vous avez 2,29 € par mois. Vous pourriez inverser cette logique peut-être. Ce n'est pas un privilège. C'est cher, 2,3 milliards d'euros par an.
Toute fonction publique confondue, mais ça doit faire partie, puisque vous savez que les fonctionnaires ont leur salaire gelé depuis 2010, il faut toujours le rappeler, ça va faire partie des négociations qu'on mène sur les carrières et les rémunérations. Le supplément de traitement est sur la table. Le jour de carence, un premier bilan du fait que vous l'ayez resupprimé. Moi, je n'ai pas le bilan. Je l'aurai sans doute en février pour l'année qui vient d'arriver. Mais je rappelle à longueur de temps que ça devient des sujets un peu totems. Ça montre un privilège qui n'en est forcément pas un, puisque 67% des salariés des grands groupes n'ont pas de jour de carence non plus. Ils ont des systèmes de protection. 47% des salariés des petites entreprises n'ont pas de jour de carence non plus. Est-ce qu'on veut ouvrir le champ du jour de carence aux assurances privées? Je ne pense pas que ce soit une bonne chose à faire en pleine crise économique. Un dernier mot, que pense la ministre de la décentralisation de la proposition de la Cour des comptes qui est de supprimer des dessertes de TGV? Il y en a 230 aujourd'hui, elle dit que c'est trop, que ça ralentit la vitesse et surtout d'abandonner les futurs projets de lignes à grande vitesse. Moi, je pense qu'il y en a qui sont très utiles et que, au fond, la Cour des comptes a raison. Il faut qu'on remette tout sur la table. Pourquoi? Parce que souvent, nos populations ne nous demandent pas forcément des TGV, sauf pour ceux qui sont très excentrés par rapport à Paris et aux grands hubs de communication. Ils nous demandent plus de transport domicile-travail, avec donc des transports quotidiens. Et là, dans ce cas-là, on ne prend pas le TGV. Mieux cadencé, mieux organisé. Il y a trop de gens qui sont obligés de prendre leur voiture. Donc, c'est une vraie question. Moi, j'étais à Blois l'autre jour. On se plaignait de leur ligne dite ordinaire, non TGV. Et je pense que c'est une bonne question. Mais vous savez qu'on vient de faire une réforme importante. RFF, donc les réseaux, et SNCF, maintenant, vont avoir ils ont une boîte en commun. Et je pense que dans ce cadre-là, l'entretien des voies, les lignes domicile-travail sont aussi à l'ordre du jour. Merci beaucoup, Marie-Lise Lebranchu, d'avoir été avec nous ce matin.